Bonjour, je me présente Ariette Lamia, orthophoniste, productrice et animatrice de cette émission podcast de Voice of Ortho. Un podcast qui donne la parole aux orthophonistes marocaines, mais pas que. Nous voilà partis pour un troisième épisode podcast de Voice of Ortho. À chaque fois, c'est un réel plaisir d'enregistrer cette émission, spécialement aujourd'hui parce que je ne suis pas seule. Je reçois une orthophoniste marocaine que j'admire énormément, une orthophoniste qui a contribué à mettre en avant ce métier en créant avec 3 de ses collègues la première association des orthophonistes marocaines. Je me souviens encore étudiante participer à des congrès, des études de cas dans lesquels elle a intervenu et j'ai été réellement touchée par sa passion pour ce métier, mais aussi par son côté humain, Sarah Zarkik. Alors bonjour, merci d'avoir accepté notre invitation au sein de notre podcast de Voice of Ortho. Alors est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît ? Oui, bien sûr, avec plaisir. Donc déjà, merci pour l'invitation. Alors moi, je suis Sarah Zarkik, orthophoniste en libéral à Casablanca depuis un peu plus de 15 ans. Je travaille essentiellement avec des enfants. Je ne fais pas d'adultes depuis bien longtemps. Et donc voilà, j'ai aussi été membre fondateur et présidente de l'Association des orthophonistes du Maroc pendant 6 ans. Et je fais partie aujourd'hui du bureau de la SMPPA, la Société marocaine de pédopsychiatrie et des professions associées. Et j'ai aussi eu l'opportunité d'enseigner les orthophonistes à l'Université internationale de Casablanca. Voilà. Alors Sarah, est-ce que tu peux nous parler de ton parcours ? Alors comment ça se fait que tu es devenue aujourd'hui orthophoniste ? Je raconte souvent cette histoire. Je leur dis, moi, l'orthophonie, c'était un coup de foudre professionnel. D'accord. Ce n'était pas ma première vocation ni les premières études que j'ai faites. Moi, j'ai fait une reconversion. Je faisais des études de pharmacie à la base en Espagne. Ensuite, j'ai découvert l'orthophonie par pur hasard. Je raconte cette anecdote souvent et je la partage avec tes auditeurs aujourd'hui. En fait, moi, je faisais mes études à la fac de pharmacie en Espagne. Et puis un jour, j'ai décidé d'aller préparer mes examens à la faculté de psychologie, là où se font aussi les études de logopédia. C'est comme ça qu'ils appellent l'orthophonie en Espagne. Et puis, comme par hasard, sur le bureau où j'allais m'installer pour commencer à préparer mes examens de pharmacie, il y avait un flyer qui expliquait ce que c'était que l'orthophonie. Je n'avais jamais entendu parler de ce métier ni de cette profession. Je parle d'il y a plusieurs années. Hein. Ouais. Et ça m'a interpellée, le mot, ne serait-ce que la sonorité du nom, logopédia, ça m'a interpellée. J'ai aimé cette sonorité, j'ai aimé le mot. Je suis rentrée le soir, j'ai fait des recherches autour de la profession et franchement, dès les premières recherches, je me suis dit, c'est ça ce que j'ai envie de faire. Alors, et je l'ai fait. Ce n'était pas facile de changer de parcours en plein milieu d'études de pharmacie. À l'époque, l'orthophonie n'était absolument pas connue au Maroc. Il y avait très peu d'orthophonistes. Alors, quand j'ai appelé mes parents, je me rappelle à l'époque pour leur dire, écoutez, je vais faire de l'orthophonie, je vais changer. Mais c'est quoi ça, depuis quand? Mais c'est quoi déjà? On ne sait même pas ce que c'est, etc. Alors après, j'y ai tenu, j'ai pu ensuite intégrer une école ici au Maroc. Hein. J'ai choisi de le faire ici au Maroc à l'époque, dans une des premières écoles privées d'orthophonie à Rabat. Et c'était 3 ans d'études riches qui m'ont réconforté dans mon choix. Et puis, il n'y a pas un jour depuis où j'ai changé d'avis, où j'ai regretté mon changement de carrière. Pas du tout. C'est un métier que je fais tous les jours avec beaucoup de passion, beaucoup d'amour et beaucoup de nouveautés. Enfin, c'est un renouvellement quotidien, en fait, depuis... je te parle d'il y a presque 20 ans et c'est quelque chose que je fais toujours avec autant de plaisir. Alors tu es une orthophoniste engagée, j'aimerais bien avoir ton avis par rapport à l'évolution de l'orthophonie au Maroc, parce que comme tu l'as dit il y a quelques minutes, que quand tu as choisi cette carrière, l'orthophonie n'était pas vraiment connue au Maroc, c'était peut-être un métier qui était encore tout jeune
et très peu connu. Donc, qu'est-ce que tu penses de l'orthophonie? Comment tu trouves son évolution ici au sein du Maroc? Alors oui, effectivement, absolument, ce que tu dis est vrai. L'orthophonie, moi, quand j'ai débarqué dans le milieu il y a une vingtaine d'années, il y avait très peu d'orthophonistes. On était comptés sur le bout des doigts, avec une localisation assez particulière sur Casa, Rabat, un peu Tanger, Marrakech. Mais on parlait très peu d'orthophonistes, d'orthophonie. Et puis, on a eu une idée géniale avec des collègues, avec essentiellement, j'ai été coachée et accompagnée par des orthophonistes, d'anciennes orthophonistes que je cite ici, Madame Agnès Touli, qui est un peu ma marraine dans le métier depuis mes débuts, et d'autres collègues comme Madame Véronique Servanti, mais aussi plein d'autres, je ne veux pas oublier des noms. On a essayé de créer quelque chose autour de l'orthophonie, d'un peu fédérer et rassembler le peu d'orthophonistes qu'il y avait à travers l'association justement des orthophonistes du Maroc. Et je pense qu'on a réussi quand même à donner un petit élan comme ça, de créer un lien entre les orthophonistes. Alors depuis, l'orthophonie a évolué de manière incroyable, parce qu'il faut savoir que l'orthophonie au Maroc, ça j'en ai parlé dans plusieurs conférences et pendant mes cours, il faut savoir que l'orthophonie s'est installée au Maroc de cette manière. Au départ, il y avait juste les orthophonistes françaises qui accompagnaient souvent leur mari qui venait en expatrié, etc., qui commençaient à exercer au Maroc. Ensuite, il y a eu une vague d'orthophonistes venus de Tunisie. Dans les années, je parle des années 80, voilà. Ouais, justement, parce que certains de mes professeurs ont été diplômés Voilà. de Tunis. Voilà. Il y a eu cette vague un peu, mais elles étaient peu, hein, une dizaine, voire un peu moins. Et puis, dans ces années 80, le Maroc a vu le besoin et a créé à l'ISPITS, l'ancien IFCS, je pense, l'Institut de formation des cadres de santé, la filière orthophonie qui a démarré avec des infirmières qui travaillaient déjà dans le terrain et qui ont été formées à l'orthophonie, mais une formation plus courte. Elles ont été envoyées en France et elles ont eu une formation assez courte et elles sont venues faire de l'orthophonie ici. Puis l'IFCS a lancé la première promotion d'orthophonie au Maroc. Puis ça s'est arrêté pendant une période. Donc pendant les années 90, etc., on n'a eu que des orthophonistes, début des années 2000, orthophonistes anciennes du Maroc, celles des premières promotions de l'IFCS, celles venues de Tunisie et les orthophonistes françaises. Après, l'ISPITS a repris la formation d'orthophonie, ce qui a permis d'avoir quand même un certain nombre d'orthophonistes formés pour les hôpitaux et les centres de santé, etc., dans le public. Et ensuite, il y a eu l'essor des premières écoles privées dans les années 2000 au Maroc. Et il y en avait une à Rabat, puis la deuxième, puis après, il y a eu cette explosion, voilà, d'écoles. Aujourd'hui, je pense qu'on est à plus d'une dizaine ou une quinzaine d'écoles privées au Maroc qui forment des orthophonies. Donc aujourd'hui, on est passé d'avoir une trentaine, voire cinquantaine d'orthophonistes dans tout le Maroc pendant les années 2000, à en avoir aujourd'hui. Je pense qu'on doit facilement, je ne sais pas, l'association doit avoir maintenant des chiffres un peu plus récents, mais à l'époque où moi je faisais des recensements pour des conférences, etc., on était à 200, 250. Et là, on doit être beaucoup plus aujourd'hui. Je pense que 200, c'est limite jusqu'à Casablanca, même beaucoup plus à Casablanca. Oui. Là, aujourd'hui, je pense qu'on est parti bien plus loin. Alors moi, ça me fait plaisir de voir cette évolution du nombre, parce que ça permet quand même un accès aux soins beaucoup plus égalitaire, beaucoup plus facile aux patients, et ça leur permet quand même d'être pris en charge plus vite, mieux, parce que les orthophonistes se spécialisent, etc. Après, voilà, moi j'ai un peu de retenue par rapport au contenu de la formation, peut-être qui est très courte, hein, depuis toujours. 3 ans, c'est rapide, c'est court. Mais après, ce qui me rassure aussi, c'est que je vois dans les différents événements que les jeunes orthophonistes qui sortent, il y a une bonne partie qui se forme, qui fait de la formation continue, qui cherche, etc. Donc je me dis, elle ne s'arrête pas juste à ces 3 ans qui ne sont peut-être pas
complètes, qui sont pas assez, pas ce qu'il faut peut-être à 100% pour le terrain. Mais voilà, il y a quand même, je vois le positif dans tout ça parce que je me dis, euh, il y a une explosion, bien sûr, du métier avec ses plus, c'est-à-dire l'accès aux soins et tout ça qui est plus facile. Il y a les moins, il y a ce manque de contrôle aussi. C'est un métier récent, nouveau, où la loi elle est toute nouvelle, où elle n'est pas encore appliquée à 100%. Donc contrôler les pratiques ou la pratique orthophonique est assez compliqué. Parce que c'est allé trop vite par rapport à la loi qui vient d'arriver, c'est allé assez vite et bon, pour ces premières années, c'est un peu difficile de contrôler vraiment la pratique orthophonique, mais j'ai de l'espoir, je me dis que ça va finir par être réglementé à 100%, que ça va finir par se mettre dans un cadre et c'est assez rassurant. Voilà. Je suis tout à fait d'accord par rapport à ça parce que justement, des fois, je reçois des étudiantes d'orthophonie au sein de mon cabinet et je remarque souvent au niveau de la formation, c'est un peu ce que j'ai vu il y a quelques années qui continue quand même à être enseigné en école d'orthophonie. Pourtant, il y a des études qui ont été faites, qui ont montré que certaines choses ne sont plus d'actualité. Même au niveau de la terminologie, il y a beaucoup de choses qui changent. Hein. Ouais. C'est de plus en plus adapté, de plus en plus correct, mais malgré ça, au niveau des écoles d'orthophonie, il n'y a pas forcément Oui, il n'y a cette pas nouveauté. voilà, il y a pas une mise à jour forcément des nouvelles études, etc. Et il faut savoir aussi quelque chose de très important, et ça c'est peut-être universel pour le métier, c'est que c'est un métier quand même qui est récent. Ce n'est pas, si on parle d'un autre métier, le notariat, l'avocat, etc., les avocats, c'est des choses qui datent depuis des siècles. Nous, c'est Madame Borel-Maisony, il n'y a pas si longtemps que ça. Donc, c'est un métier qui, je pense, je ne veux pas dire de bêtises, mais je pense 80 ans, Moi, je pense. ou un peu moins peut-être. Donc, le métier lui-même est en évolution. Donc, ce qui est rassurant, c'est que c'est en train d'évoluer. Et puis, c'est un métier qui évolue très vite. Donc, c'est difficile aussi pour certaines structures de suivre cette évolution de manière efficace et de manière pointue, parce que des études, nous-mêmes, après 15 ans d'exercice en libéral ou un peu plus, si je ne me fais pas mes formations tout le temps et chaque année, ben, je suis très vite dépassée. Et on le voit à chaque formation, à chaque conférence, à chaque congrès, on a de nouvelles choses, on a de nouveaux... De de nouvelles nouvelles approches. études, de nouvelles approches, des nouvelles. Enfin, et il y a plein de nouveautés tout le temps. Je dirais, chaque mois, on a des choses qui se mettent en place, des changements de nomenclature, des changements de dénomination. Donc, il faut pouvoir suivre tout ça. Ce n'est pas évident. Alors, pour ne pas dire que la faute se trouve quelque part ou chez quelqu'un, c'est vraiment le métier qui a cette particularité d'être en éternel renouveau, en fait. Voilà. Moi, je pense aussi que c'est au niveau de notre environnement également, parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont changé avec le Covid, le confinement, même l'environnement, la dynamique de la famille, elle a beaucoup changé. Donc c'est normal que même les troubles qu'on va rencontrer sont un peu plus divers ou un peu plus spécifiques à certains troubles qui sont beaucoup plus fréquents actuellement qu'il y a peut-être une dizaine ou une vingtaine d'années, parce que je remarque, moi ça fait 7 ans que j'exerce, et pourtant je remarque qu'il y a une tendance beaucoup plus qui va vers les troubles de la communication, contrairement à d'autres troubles qui étaient peut-être un peu plus présents au début de ma pratique qu'actuellement. Absolument, mais ça c'est dû aussi, je pense, au changement sociétal que connaît le Maroc. En fait, la société, la famille marocaine a changé, la société marocaine a changé, donc c'est aussi un effet de les consultations se dirigent vers un certain sens. Avant, on ne consultait pas pour certaines choses. Maintenant, on consulte un peu plus pour certains troubles. C'est peut-être pour ça qu'on les voit plus, parce qu'on consultait avant en orthophonie, on y allait pour des troubles du langage écrit, pour des d'articulation, pour des choses comme ça, la neuro, pour les adultes, etc. Mais aujourd'hui, non, on fait attention à beaucoup plus de paramètres, parce que justement, c'est tout un changement qui se fait au niveau de la société, les écoles qui prennent conscience, l'entourage, les familles, les autres professionnels de santé aussi. Avant, bon, pour anecdote, il y a des professionnels de santé qui ne le savent pas encore, mais qui ne reconnaissent pas encore le métier. Mais il y a quelques années, c'était pire. Aujourd'hui, ça va,
on a quand même une reconnaissance, on sait que l'orthophonie existe, on sait de quoi on parle, et donc c'est assez intéressant. Après, il y aura toujours des petits mois, mais bon, l'idée est de passer à côté de ces mois et d'aller de l'avant, voilà. Tout à fait, tout à fait. Donc tu m'as expliqué que tu reçois pas mal de demandes de soins pour des petits qui présentent des troubles de la communication, puisque auparavant tu étais beaucoup plus sur le langage oral de manière globale, mais là ça va beaucoup plus vers les troubles de la communication, vers des enfants qui présentent des troubles du spectre autistique. Alors selon toi, quelles sont les questions qui sont indispensables à poser aux parents lors de l'anamnèse ? Alors oui, je reçois de plus en plus d'enfants avec des troubles du spectre autistique. Je ne saurais pas te dire à quoi c'est dû, mais voilà, l'idée, enfin le constat est que j'en reçois de plus en plus. Alors l'anamnèse pour un TSA est la même que pour tous les enfants, mais en faisant attention à certaines choses quand même qui sont assez... Alors avant peut-être de détailler la particularité, je tenais quand même à partager avec tes auditeurs cette chose qui me tient à cœur, que l'anamnèse doit être un moment de bienveillance. C'est très important. L'anamnèse n'est pas un interrogatoire de police. Il ne faut pas se positionner, à mon avis, en tant que détenteur d'un savoir extraordinaire qui est là pour juger ou pour interroger des parents sur quelque chose. Il ne faut pas oublier, et ça je le dis toujours à toutes les personnes que j'ai l'opportunité de croiser, que les parents restent les meilleurs experts de leurs enfants. Il ne faut jamais l'oublier. Nous, on a peut-être de l'expertise dans notre domaine, mais les parents connaissent leur enfant mieux que nous, le vivent au quotidien. Ils vivent cet enfant au quotidien, ça c'est très important à avoir en tête avant de commencer son anamnèse, parce que ça nous permet d'être un peu plus humble peut-être par rapport à ce qu'on est en train de dire, et de ne pas être dans le jugement. Avoir du recul et de ne pas être dans le jugement. L'anamnèse se veut un moment détendu, bienveillant, où on va discuter avec les parents, où on va échanger avec eux, en sachant que nous, derrière la tête, on a certains signes d'appel qu'on garde en tête et qui vont nous permettre d'aller vers un trouble plutôt que l'autre. Alors dans l'anamnèse, par exemple, de l'enfant TSA, moi j'en reçois de plus en plus jeunes. Et donc, je m'attarde beaucoup sur cette période, ces premiers mois, comment s'est passé cet allaitement, comment s'est passé tout le côté alimentaire, ces réactions de l'enfant par rapport à son entourage, les réactions de l'entourage aussi par rapport à l'enfant, la sensorialité. C'est très important. Dans une anamnèse de TSA, il faut aller creuser, peut-être pas leur demander comme ça directement des questions plus ouvertes où le parent va se livrer lui-même à propos de la sensorialité de l'enfant. Mais c'est ça, c'est comment il fait ce process par rapport à tout ce qui est sensoriel, bruit, lumière, toucher, etc. C'est une particularité qu'on doit creuser quand même chez l'enfant TSA. Tout ce qui est alimentaire également, bien sûr, la tétée, comment elle était, est-ce qu'il regardait la maman quand il tétait, est-ce qu'il s'ajustait à la position du corps de la maman, et puis les interactions, comment il interagit avec son entourage. Et ça commence très tôt, c'est les premiers jours, à partir des premiers jours. Après, ce que j'ai pu remarquer par rapport à mon expérience personnelle, c'est que maintenant les parents, ils ont accès à l'information sur Internet. Oui. Donc généralement, si ils entendent très souvent le terme autiste avant même d'arriver au cabinet chez l'orthophoniste, donc ils font leur petite recherche. Donc il y a certains signes ou certains termes qui reviennent souvent sur Internet. Donc même la manière avec laquelle on va formuler la question, les parents se disent « Ah non, il n'est pas du tout autiste ». Par exemple, si je dis par exemple, est-ce que votre enfant a tendance à faire des mouvements un peu bizarres, qui répètent, ah non, mon enfant, il n'est pas autiste. Donc même, il faut faire attention aussi, comme tu as expliqué. À la formulation. Exactement. C'est très important, c'est pour ça que c'est important que ça soit un moment d'échange dans la détente, dans la bienveillance, pour que quelqu'un puisse se livrer à vous, et ça c'est valable pour toute la vie, et c'est valable dans notre métier, pour notre profession. Il faut qu'il ressente qu'il est écouté et non jugé, qu'il est là, qu'on ne va pas le juger, qu'on ne va pas lui donner des conseils. Alors, si pendant l'anamnèse, dès qu'il dit une information, on saute pour lui dire « Ah non mais attends, alors là, autant de temps d'écran, c'est pas très bien », forcément, il ne va pas tout nous livrer.
Et ça va biaiser toute la relation thérapeutique qui est en train de se mettre en place et ça ne sera pas possible. Il faut pouvoir écouter ce que ce parent rapporte. Après, si on trouve qu'il ne dit pas assez, ok, on formule des questions, mais on choisit ses mots. Il faut avoir une certaine finesse, une certaine diplomatie pour choisir ses mots, pour choisir ses termes et poser des questions plutôt ouvertes. Comment se passe le sommeil ? Comment ça se passe dans le temps libre, au lieu de dire est-ce qu'il reste devant l'écran 44 heures d'affilée, je vais lui demander, et dans son temps libre, quand il ne joue pas, il fait quoi? Voilà, c'est-à-dire avoir une certaine manière pour détourner les questions, mais pour arriver, moi j'ai mes objectifs quand même d'anamnèse qu'il ne faut pas oublier, qui sont là, qui sont tracés, mes signes d'appel que je dois repérer. Et donc, je dois juste savoir formuler toujours, et j'insiste, bienveillance, écoute, vraiment avec bienveillance et sans jugement. C'est très important. Et ça donne des résultats assez impressionnants parce que le parent, il est en confiance, il se sent écouté, il se sent à l'aise et là, il se livre beaucoup plus facilement. Ils se sont compris surtout. Oui, tout à fait. Ouais. Et en ce qui concerne le bilan orthophonique avec les petits sans langage, parce que justement, si on reçoit un enfant qui n'est pas du tout dans le langage verbal, qui ne communique pas, soit avec les gestes, ou avec le pointage ou l'image, ou qui n'est pas du tout dans l'oralisation, qu'est-ce que tu essaies d'observer justement dans ton bilan? Quels sont les éléments qui, selon toi, sont importants à observer et à évaluer lors du bilan avec un enfant qui n'est pas dans le langage? Ou peu dans le langage. Alors moi, depuis quelques temps, ce que je fais, c'est que j'ai changé ma manière comme je t'ai expliqué, ça évolue tellement que nous-mêmes, on se remet en question, on change notre manière d'être et de faire, selon ce qu'on voit et selon ce qui se passe chez nous aussi en séance. Alors moi, depuis quelque temps, j'observe j'observe l'enfant en présence de ses parents. C'est-à-dire que mon observation se fait en situation de jeu entre l'enfant et le parent, et moi je me positionne en tant qu'observateur. Et là, ça me permet, j'ai une grille que j'ai confectionnée en me basant sur différents tests et différentes grilles d'observation déjà disponibles. Et dans cette grille, j'ai mis un peu ce qui me paraît important à observer, comment l'enfant se comporte déjà en salle d'attente, comment il se comporte pendant que je suis en anamnèse avec ses parents, comment il se comporte quand il est avec ses parents, avec l'un comme avec l'autre, s'ils sont tous les deux, si on a la chance de les avoir tous les deux. Est-ce que son jeu est fonctionnel? Est-ce qu'il va prendre les objets? Comment il va prendre ces objets? Qu'est-ce qu'il va en faire? Ces objets, ces jouets, qu'est-ce qu'il va en faire? Est-ce qu'il va les jeter, les retourner, les mettre dans sa bouche? Qu'est-ce qu'il va en faire? Est-ce qu'il va imiter certaines choses? Est-ce qu'il va répéter même, peut-être, s'il y a des répétitions? Est-ce qu'il y a des mouvements parasites ou des stéréotypies? Est-ce qu'il va y avoir une espèce d'attention conjointe? C'est-à-dire, est-ce qu'il va partager le jeu avec son parent? C'est beaucoup plus facile d'observer, de se mettre en position d'observateur et laisser le parent faire parce que c'est quand même, avec le parent, il y a un lien qui est déjà créé. Ça permet quand même de gagner beaucoup de temps et d'observer vraiment des choses qui sont plutôt naturelles chez l'enfant. Et donc voilà, j'ai une espèce de grille que je remplis selon ce que j'observe pendant la situation. Et ce que je fais, c'est que cette observation, je la fais sur 2 temps séparés, c'est-à-dire je fais ça cette semaine et je les convoque 10 jours plus tard pour refaire la même observation dans une autre situation de jeu et ça me permet d'avoir quand même une certaine, une moyenne un peu qualitative de ce qui se passe en situation de jeu avec cet enfant. Ouais. Mais ça m'a permis quand même d'être beaucoup plus... Parce qu'avant, quand j'essayais d'observer l'enfant toute seule dans mon espace et tout, les premières séances, ça donnait rien du tout parce qu'on était encore en train de mettre en place cette relation et créer le lien. Donc, il n'y avait pas grand-chose qui se passait. Maintenant que j'utilise plus cette présence parentale, ce partenariat parental, c'est quand même beaucoup plus efficace. Se positionner en retrait, en position examinateur, c'est beaucoup plus
Je pense que c'est intéressant, surtout le fait que tu proposes de faire cette observation sur 2 temps et qu'il y ait un délai entre les deux, parce que ça permet aussi à l'enfant de s'habituer un peu à l'environnement. Donc le comportement serait peut-être plus adéquat après une certaine période où il a l'habitude d'être au sein de cet environnement. Tout à fait, exactement. Ok. Alors justement, tu as utilisé le terme partenariat, c'était la question suivante. Si tu étais plutôt dans la guidance ou dans le partenariat parental? Alors je dirais qu'aujourd'hui je suis dans les deux, mais que je penche plus aujourd'hui vers le partenariat parental. Je suis convaincue après quelques années d'expérience qu'on ne peut pas faire bouger les choses en tenant les parents loin de nous. Donc aujourd'hui peut-être c'est quelque chose qui est difficile à entendre quand on est débutante, quand on n'est pas encore sûr de ce qu'on fait, quand on n'est pas encore sûr que jouer c'est valable et que voilà, qu'on peut passer une séance à jouer parce que c'est notre outil de travail. On peut être un peu gêné par la présence des parents et on peut peut-être préférer... un peu ridicule aussi dans certaines situations. Et surtout que dans notre culture, le jeu n'est pas quelque chose de naturel, il faut le dire. Jouer, même quand je reçois des parents en bilan ou en séance, c'est pas très naturel pour eux de jouer. On a beaucoup de préjugés sur le jeu, sur les jeux qui sont pour les filles, les jeux qui sont pour les garçons. Moi, j'ai une cuisine que j'utilise tout le temps pour le jeu. Et ben, il y a certains parents qui, pour eux, un garçon, mais pourquoi on doit acheter une cuisine pour lui? Eh ben, parce que c'est un jeu qui est très intéressant, la cuisine. Une poupée, oui, mais ça va faire un peu... il va jouer à la poupée. Oui, mais c'est un poupon qui va lui permettre quand même d'accéder à certaines choses, aux jeux symboliques, etc. Donc, il y a cette appréhension du jeu, ce préjugé sur le jeu qui n'est pas... Voilà, on ne lui donne pas l'importance qu'il a. Et pourtant, le jeu, je ne sais plus, je ne connais pas la citation par cœur, mais c'est par le jeu que je deviens jeu, je pense que ça s'appelle, je ne sais plus qui a parlé de ça, mais une citation, c'est par le jeu, je pense que le jeu se construit, je ne sais plus quel psychiatre a dit ça. Et le jeu est le centre avant un certain âge, avant 6 ans encore plus, et avant 10 ans peut-être un peu moins, mais avant l'âge de 6 ans, le jeu est tout pour un enfant. C'est comme ça qu'il apprend, c'est comme ça qu'il acquiert des compétences, c'est comme ça qu'il évolue, c'est comme ça, c'est par le jeu. S'il faut investir dans des choses pour un enfant d'âge, un enfant avant 6 ans, c'est dans le jeu. Et investir dans le temps de jeu qu'on passe avec lui en tant que parent. Et donc, c'est peut-être ça ce qui fait que les orthophonistes ont un peu peur d'intégrer les parents dans leur séance, parce qu'on passe notre temps à jouer, avec des objectifs toujours derrière la tête. Il faut quand même avoir certains objectifs en tête et savoir qu'est-ce que je fais quand je joue à ça. Et donc, cette appréhension, on doit l'enlever, parce que la richesse d'intégrer les parents, ça donne des prises en charge plus efficaces, plus courtes, avec une alliance quand même qui se crée avec l'enfant, et puis le transfert qui se fait au quotidien. Parce que si jamais moi je fais mes petites recettes avec l'enfant en séance et que le parent ne sait pas ce qui se passe et tout, il n'y a aucun transfert qui se fait. Et s'il n'y a pas de transfert, il n'y a pas grand-chose. En 30 minutes de séance, il ne se passe pas grand-chose. Donc si on ne peut pas faire de partenariat pour une raison ou une autre à un moment donné, la guidance doit être présente de manière systématique. Voilà. Mais moi, je pense aujourd'hui, pour revenir à ta question, beaucoup plus vers le partenariat. Et le partenariat ne se traduit pas que par la présence des parents en séance, mais aussi par leur implication dans les activités. S'ils ne peuvent pas être là pour une raison ou une autre, ou si moi, je ne veux pas qu'ils soient là à une séance particulière, c'est pas grave, mais je les intégrerai en leur proposant des choses à travailler à la maison, des logiciels qui me maintiennent quand même en lien avec eux, des choses, voilà. Qu'il y ait un lien entre séances d'orthophonie, ce qui se passe à la maison, le quotidien, l'école, c'est très important. Ouais, je suis tout à fait d'accord par rapport à ça. Et justement, le fait d'avoir les parents qui participent à la séance de soins, je trouve que c'est nécessaire, parce que j'ai fait une observation avec un petit TSA qui n'est
qui n'étaient pas à ce moment-là du tout dans la communication, dans l'interaction avec l'autre, mais qu'on a pu développer quand même quelques outils de communication au sein de la séance. Et une fois qu'on est sorti, je discutais avec la maman pour expliquer ce qu'on a fait en séance, et le petit il est parti en courant. La maman, systématiquement, elle l'a suivi sans l'appeler par son prénom. C'est-à-dire que la maman, elle est silencieuse, vu que l'enfant n'est pas du tout dans l'oralisation du langage. Ce qui fait, elle ne parle pas du tout. Elle ne le sent pas, elle n'est pas consciente. Et quand j'ai observé ce comportement, je me dis, ce serait important d'intégrer la maman, parce qu'il faut expliquer que même si votre enfant n'est pas dans le langage oral, ça n'empêche pas pour autant de continuer de communiquer avec lui, d'interagir, parce que même les parents, des fois, ils ont du mal, ils ne savent pas comment faire pour justement interagir avec leur enfant, discuter, faire un jeu. Donc le fait de voir un peu comment l'orthophoniste elle s'y prend, ça va être beaucoup plus simple pour eux, mais pour créer un lien avec leur enfant, parce que des fois le fait d'avoir un enfant comme ça avec des troubles du comportement relativement importants, ça va être très difficile pour les parents, puisqu'ils passent leur temps à gérer les comportements, mais pas forcément à créer un lien avec leur enfant, alors qu'en fin de compte c'est une maman et c'est un enfant, donc il y a un lien de base qui est là, il faut juste l'enrichir et l'endurcir. Et peut-être qu'il faut des choses très petites, en fait. C'est des petits gestes, c'est des petits mots, c'est des petites choses qui vont tout changer, mais que eux, en tant que parents, ne peuvent pas voir, parce qu'il leur faut ce regard externe, bienveillant, toujours, j'insiste sur le mot bienveillant, sans jugement, qui va leur donner juste des petites clés, en fait, pour ouvrir des petites portes. On va être très clair au début sur les objectifs avec eux. On ne va pas le réparer, cet enfant. Il est ce qu'il est. Il faut qu'on le respecte tous dans sa particularité. Et pour le respecter dans sa particularité, il faut qu'on le voie tel qu'il est. Et qu'on le ressente tel qu'il est. Il ne faut pas qu'on veuille le changer non plus. On va essayer de lui faciliter les choses, de le rendre, de lui donner des outils pour être socialement plus adapté, mais à travers en ouvrant des petites portes. Ce n'est pas une grosse porte qu'on va défoncer, excuse-moi le terme, mais c'est des petites clés, des petites portes qu'on va ouvrir petit à petit, et ça, on le fait plus efficacement si les parents sont avec nous. C'est ça. Et même, ça m'arrive, comme tu as expliqué, que des fois, c'est l'orthophoniste qui va donner des outils aux parents, justement, pour savoir comment interagir avec leur enfant, mais des fois, c'est aussi le contraire. Ça m'arrive, des fois, en séance, de voir est-ce que l'enfant n'accède pas à une activité ou qu'il y a un trouble du comportement, que je n'avais pas forcément expliqué le pourquoi du comment. Et à un moment, elle me dit, mais en fait, c'est parce qu'il y a ça à côté. Donc, si j'avais pas la maman à côté, j'aurais pas compris pourquoi il y a ce trouble du comportement. Donc, comme tu l'as expliqué au tout départ, les parents sont experts. Hein. Ah oui, ils absolument. Connaissent parfaitement leur enfant parce qu'ils vivent au quotidien avec lui. Oui. Donc, on n'est peut-être pas toujours bien placé pour comprendre leur enfant. Donc, il faut les écouter aussi. Hein. Et ça, si on se situe en donneur de leçons et en connaisseur absolu de l'enfant et de son développement et de ses capacités, etc., on ne peut pas arriver à le comprendre. Mais c'est les experts, premiers experts de l'enfant, ce sont ses parents. Quel que soit leur niveau culturel, socioculturel, leur niveau d'études, ce sont les meilleurs experts de leur enfant. Je suis tout à fait d'accord par rapport à ça. Alors, pour clôturer cet épisode, est-ce que tu as une formation, un livre ou un compte Instagram à recommander à nos auditeurs ? Alors, il y en a beaucoup. En fait, c'est génial parce que quand j'avais commencé, il n'y avait pas autant d'offres d'informations et de formations que celles qu'il y a aujourd'hui. Mais aujourd'hui, il y a tout, en fait. Tout est là, il faut juste avoir le temps d'accéder à tout. Et tout est là et pas forcément inaccessible. Alors moi, je vais parler d'un MOOC, je pense que c'est comme ça qu'on les appelle, que j'avais fait avec l'Université de Genève, qui propose 2 ou 3 je pense qu'on les appelle des MOOC, des formations gratuites. Sur Coursera, je me rappelle, je fais de la pub, mais je n'ai aucun intérêt avec eux. Sur Coursera, c'est gratuit, totalement gratuit. C'est fait par l'Université de Genève et où on parle déjà de l'autisme, pour rester dans le thème du TSA et de l'autisme, où on parle en long et en large de l'autisme et on donne des outils. Alors, pour partir une base, déjà ça, il faut le faire. C'est une base gratuite, on ne paie rien du tout pour l'avoir.
Après, on peut peaufiner ces formations avec des formations payantes. Et là, il y a une offre en ligne, en présentiel assez intéressante. Il faut juste taper sur Google et on a tout ce qu'il faut. Pour les livres, il y en a plusieurs. Enfin, il y en a tellement que je ne saurais pas vous dire, vous en citer un. Et les comptes Instagram aussi, pareil, je ne peux pas fâcher quelqu'un en citant un autre, sans citer un autre. Mais voilà, il y a plusieurs choses et il faut juste toujours, peut-être ça, quand on entend des informations, surtout sur les réseaux sociaux, s'assurer de leur véracité et de leur exactitude. Voilà, ça c'est très très important. Alors parce que les réseaux sociaux, c'est génial, ça permet de rapprocher quand même un savoir et disons, de le divulguer de manière plus efficace. Mais attention à la véracité de ce qu'on y voit. Hein. Ça a beau être écrit, machin, mais il faut aller voir, est-ce qu'il y a une étude derrière? Parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a beaucoup de propagande médiatique qui n'est pas toujours vraie. On le voit avec les histoires des écrans, de leur impact, etc. Cette histoire-là, elle fait couler encore beaucoup d'encre parce qu'il y a les pros, il y a les contres, il y a ceux qui sont entre les deux. Mais aujourd'hui, les études autour des écrans, ils montrent des choses et sur les réseaux ou sur les médias, même télévisés, on entend d'autres choses. L'autre jour, j'ai vu un programme sur... Je ne me rappelle plus quelle chaîne française, et il était très alarmant par rapport aux écrans. Je veux bien que ça soit alarmant, parce que les écrans, c'est vrai qu'ils font des dégâts, mais attention, il y a aussi des choses positives aux écrans, il y a aussi des doses, il y a aussi un certain degré d'exposition qui cause certaines choses, et dans certains cas, donc il y a des nuances quand même par rapport à ce sujet qui est très délicat. Mais voilà, c'est juste pour dire que voilà, il faut s'informer, se former, mais il faut aussi avoir un regard critique. Même quand on fait des formations et qu'elles soient gratuites, payantes, en ligne, pas en ligne, il faut toujours garder un regard critique sur les formations, c'est-à-dire, ok, on me dit ça, mais je vais aller chercher aussi, est-ce que c'est ok ou pas? Et je vais garder cette analyse et ce regard critique sur ce qu'on me dit. C'est important. Si on ne garde pas son regard critique sur les autres et sur soi-même aussi, parce que j'en discutais avec des collègues qui me parlent de doutes qu'elles ont peut-être et qui rapportent ça à leur début. Je dis oui, mais moi après 15 ans d'exercice en libéral, j'ai toujours des doutes tous les jours. Et heureusement, parce que c'est ces doutes-là qui me poussent à aller chercher, à aller me former, m'informer, etc. Le jour où je n'aurai plus de doutes, j'arrêterai ce métier, parce que ça voudra dire que je suis blasée et que voilà, ça ne sert plus à rien de le faire, parce que je n'irai plus chercher. Donc doutez de vous, de tout ce qu'on vous dit, et formez-vous, informez-vous, c'est très important. Exactement. Merci beaucoup. Ça a été un réel plaisir d'avoir enregistré cet épisode avec toi. Et voilà, donc j'invite les auditeurs à regarder ta page Instagram. Donc Alors, j'ai 2 pages Instagram. J'ai celle du cabinet, donc cabinet orthophonie Sarah Zarkik, Sarah avec 2 A. Et sinon, j'ai aussi la page de Blabla Ortho. Alors, Blabla Ortho, c'est mon nouveau bébé. C'est une entité de formation continue que j'ai créée il y a 1 an officiellement, mais elle existait un peu de manière officieuse avant. Et donc, j'organise des formations que je propose essentiellement à Casablanca. Et voilà, et on a une page pour Blabla Ortho aussi sur Instagram. Voilà. Merci beaucoup et à très bientôt, j'espère. Merci. Merci d'avoir écouté cet épisode. Je vous invite à nous suivre sur les différentes plateformes de podcast pour ne rater aucun épisode. Si vous souhaitez soutenir The Voice of Ortho, merci de nous mettre 5 étoiles. Si vous avez des questions, des suggestions, vous pouvez nous écrire directement sur Instagram, sur notre compte OrthoVoice Podcast ou sur mon 2e compte Speech Idea. Et moi je vous dis à très bientôt.